Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va continuer les analyses de qui veut être mon associé. Mais avant d'attaquer, on commence pas par l'usage. J'ai un truc à te dire. Dans l'émission précédente, on a analysé la société Graine. Donc je pense que tu t'en rappelles, le couple d'entrepreneurs, donc les deux garçons qui avaient des restaurants à Paris, de taboulé à emporter, enfin taboulé, qu'est-ce que je raconte? Non, de tagine à emporter. Et je voulais te dire que suite à cette émission, je suis allé manger dans mon restaurant préféré oriental et que je vais manger ma pastilla. Et je voulais te le dire parce que ces émissions, elles m'influencent moi-même. Bon, j'ai pas acheté un restaurant, j'ai pas ouvert un restaurant, mais j'ai bien kiffé et je dois le dire, c'est 100% grâce à ce que je fais avec toi ici. Donc, on arrive, je tiens à te le rappeler, à la fin de ces émissions. C'est vraiment la dernière des dernières. Après quoi, on va basculer sur une nouvelle série. Après quoi aussi, je te réserve des surprises et je vais les partager avec toi avec grand plaisir. Mais ça, c'est dans un second temps. Pour l'instant, concentrons-nous. Et je te rappelle ce coup-ci, l'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet livres, il y a mes livres, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Il y a même un onglet coaching, mais ça, c'est toi qui y vois. Tu cliques et on se parle. Bref, c'est avec un grand plaisir que je te retrouve sur tous les contenus que je produis parce qu'en ce moment, je produis quand même plutôt partout. Et maintenant, on attaque cette nouvelle émission que je n'ai toujours pas vue, Patrick Magnéto. Adrien est pressé de se présenter devant les investisseurs. Et si sa tenue peut surprendre au premier regard, il a bien l'intention d'embarquer les 5 dans son combat dans la protection des corps et de l'environnement marin. Bon alors tu l'as pas vu mais il est en tenue de nageur, short, sifflet à la bouche, t-shirt, planche de natation. On va parler de fonds marins, donc c'est un sujet qui me touche, pas plutôt la natation que les fonds marins, mais bon j'aime quand même la mer et c'est vrai que bon voilà c'est un désastre. Je présuppose que nous allons avoir affaire à une société qui va être plutôt de type environnemental. Je pense, je crois, enfin, je suppute quoi. Et je suis très curieux de voir quel va être le business model de cette entreprise. C'est pour moi toujours, je dirais, des sociétés compliquées à construire. Mais bon, on va le découvrir ensemble. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a de plus, cette crème solaire, mais... Ça serait bien que ce soit un homme barbu qui nous présente le truc. Ah. Et ben voilà, vous voyez ce que je disais. Ton vœu s'est exaucé. Génial. Bonjour. 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 Mesdames, messieurs. Je m'appelle Adrien et comme ma tenue le montre pas forcément, je suis entrepreneur depuis maintenant 2 ans. Et au-delà de l'entrepreneuriat, j'ai une grande passion qui s'appelle l'apnée et que je pratique depuis que je suis vraiment tout petit. Cette passion-là, elle m'a amené une vraie envie de préserver le milieu dans lequel j'évolue, qui sont les océans. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je me suis dit, pourquoi ne pas monter un projet dans lequel je pourrais justement faire prévaloir mes valeurs et ma passion. J'ai commencé à creuser un peu avec mon associé, Corentin, et on s'est rendu compte que les crèmes solaires, ça avait un impact qui était énorme sur la santé et sur l'environnement. On a creusé, on a vu qu'il y avait vraiment tout à changer. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi et qu'on a créé New, qui est une crème solaire écologique et engagée. Aujourd'hui, je suis venu vous proposer 20 000 € pour 5% de la start-up, ce qui peut paraître peu, mais pour nous, c'est un peu une façon d'apprendre à se connaître et connaître le projet, et par la suite, justement, d'aller plus loin et de s'engager plus avec nous. Bon alors, les crèmes solaires, comment te dire que je n'en ai jamais mis de ma vie. Je suis nageur. Donc moi en fait c'est vrai que je passe mon temps dans l'eau, je m'expose, je te raconte ma vie un peu, je passe ma vie dans l'eau, même quand je vais à la mer je passe ma vie dans l'eau en fait, je mets pas de crème solaire, bon, c'est peut-être pas bien mais c'est comme ça, j'ai toujours vécu comme ça, je suis absolument pas client, ça me laisse de marbre, en même temps que je te parle je suis sur le site internet, donc là maintenant je te rappelle qu'on est sur la première saison, donc quand je te parle que le site internet est toujours là, ça veut dire quand même qu'on est sur quelque chose qui fonctionne depuis un certain temps. Et franchement, bon ben voilà, ça a l'air de tourner. On est sur un marché qui pour moi est porteur. Je trouve que la crème solaire, de mon opinion, de ma vision des choses, de mon point de vue, bref, tu m'as compris, on est sur quelque chose qui fonctionne.
Et en plus, on est sur un besoin. Je veux dire, aujourd'hui, je suis sans doute le seul spécimen à t'avoir tenu les propos que je viens de te tenir, à savoir, je ne mets jamais de crème solaire. Moi, à chaque fois que j'en parle, les gens hallucinent. Et bon, je ne suis pas le bon référent voilà, sur le sujet. Donc, je ne suis pas trop client. Après, ils demandent 20 000 euros pour 5%. Ça veut dire que la boîte, elle est évaluée à peu près à 400 000 euros, tu vois, c'est comme ça que moi j'interprète la valeur de ce dont de la société qu'il nous donne. Voilà. Ensuite, comme je suis en train en même temps que je te parle de faire des recherches sur son entreprise, donc au moment où je te parle, je tape en même temps sur Internet. Tu connais ma propension à fouiner, j'aime bien chercher. Et donc, j'essaye de trouver sa société pour voir son chiffre d'affaires et voir si, effectivement, voilà, il y a de l'activité et ça fonctionne encore. Donc là, quand je viens de cliquer, j'ai trouvé les informations que je cherchais. Et comme très souvent, malheureusement, depuis que je fais ces recherches et que je fouine dans les documents officiels, n'est-ce pas, de nos chers et tendres start-upers, mais malheureusement, je retombe très souvent sur, après coup, les mêmes, comment vais-je dire cela, les mêmes résultats. À savoir qu'aujourd'hui, on est face à des sociétés qui ont un actif net inférieur à la moitié du capital social. Donc ça veut dire qu'en gros, ta société, elle a une valorisation qui est calculée. Donc ici, on parle, elle a été valorisée à 400 000 euros. Donc eux, ils estiment que entre la valeur du site, la valeur de tout ce qu'ils ont produit, etc., leur société vaut 400 000 euros. Ils ont un capital social. Alors attends, je vais pouvoir te le dire. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Le capital social était de 10 000 euros qui avait été déposé. 10 000 euros qui avait été déposé à la création, ce qui est quand même propre. Je n'ai pas encore le mec qui a pitché devant moi, mais ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui a quand même mis de l'argent. 10 000 balles, c'est pas comme les mecs qui mettent 1 euro ou 1 000 euros, tu vois, c'est pas la même chose. Donc il avait quand même mis de l'argent et sûrement du travail. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, sa société, elle est évaluée entre son chiffre d'affaires et ce qu'elle possède à moins de la moitié de la valeur de 10 000 euros. Donc, on va voir s'il a levé ou non, mais s'il demande 20 000 euros et s'il lève 20 000 euros, ça veut dire qu'il a cramé les 20 000 euros et qu'il ne les a pas conservés. Et juste pour te donner un parallèle, parce que dans une émission précédente, j'en ai un petit peu parlé, et là j'en reparle aussi maintenant un peu plus librement quand même, c'est ce qui est arrivé aussi à Blackline, le fabricant de snowboard intelligent avec la fixation. Là aussi, il avait eu un procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire pour une continuité de l'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Ce qui est problématique dans les sociétés qui normalement entraîne la fin de l'entreprise et qui signifie aussi que la société n'est pas en aussi bonne santé qu'elle veut bien le laisser présager. Alors, bon, je ne suis pas là pour émettre des jugements. On est bien après coup la levée qui aura lieu ici. En l'occurrence, je vais te dire peut-être une chose surprenante, mais peut-être que sa levée de fonds de 20 000 euros n'était pas suffisante. Il vaut mieux parfois lever beaucoup d'argent et avec cet argent prendre une position dominante sur un marché pour à terme capter toute la valeur du marché en question plutôt que y aller timidement et finalement mourir dans d'atroces souffrances. Alors c'est très difficile parce que c'est toujours pareil, il y a plein l'argent, tu sais, ça crée énormément de problématiques pour chacun d'entre nous. Et c'est facile à dire qu'il fallait lever plus d'argent. Tu vas lever l'argent que tu te sens capable de lever, tu vas mener le projet que tu te sens capable de mener, etc. etc. Je n'ai pas d'avis négatif, simplement on est sur de la crème solaire et je dois aussi le reconnaître dès à présent. Te parler comme je suis en train de te parler de New avant même que ça ait commencé, ça ne va pas te renvoyer une bonne image. Il ne faut pas que tu t'attaches aux données financières que je suis en train de te donner. Il n'empêche que là, je suis sur leur site. Le site est quand même très propre. Ils vendent des crèmes solaires de 9 euros pour le premier prix et on monte à 22,95 euros pour le prix le plus élevé. Je remarque donc qu'il y a quand même plusieurs produits. Bon, il n'y a que 4 produits, je ne trouve pas ça oufissime. Il y a des vidéos qui sont proposées, donc je pense qu'il a cherché à créer une communauté, ce qui est relativement bien, je trouve. Je pense que c'est le bon comportement à adopter. Maintenant, est-ce que la marque s'est développée comme il se doit ? Est-ce qu'il a mené le projet ou est-ce qu'il a eu les moyens en tout cas de mener le projet comme il l'avait prévu au départ avec 20 000 euros ? Bon, on va voir ce qu'il veut faire avec cet argent comme d'habitude, mais tout est lié quelque part. Voilà. Pense, et c'est aussi pour moi l'occasion de te le dire, pense quand tu fais une levée de fonds à demander plus que ce dont tu as besoin. Alors,
c'est assez rigolo d'arriver à la fin de cette série où j'arrête pas de répéter que si tu demandes de l'argent pour du marketing, c'est pourri. Voilà, je vais continuer dans la lignée. Mais si tu as besoin pour développer ton site de 20 000 euros, eh bien, il vaudrait mieux que tu en demandes 40, tu vois. Ne serait-ce que pour les imprévus. Si tu as besoin pour construire la machine, pour faire ton produit de 100 000 euros, eh bien, demande-en 200 pour essayer au moins peut-être d'avoir 2 machines et de produire plus. Ou alors, pareil, de développer ta propre machine, d'aller sur des projets plus ambitieux que ceux pour lesquels tu te prédestinais au départ. C'est très difficile en fait de lever de l'argent parce qu'il faut évaluer tes besoins et en même temps, il faut anticiper tout ce que tu ne sais pas. Et je pense qu'un entrepreneur qui ne demande pas la somme suffisante pour mener à bien son projet peut passer à côté peut-être d'une réussite parce qu'il lui manque l'argent d'accomplir son ambition. Voilà, c'est le message que j'essaye de te faire passer. Bref, on écoute ce qu'il a à nous dire parce que pour l'instant, je spécule beaucoup et je ne sais pas grand-chose. Est-ce que je peux me permettre de vous donner un tube chacun, si vous voulez les essayer? Il faudrait qu'on la goûte. On est en intérieur, mais... Je vais aller me baigner, tiens. Alors, crème Voilà. solaire made in France. Merci. Voilà. La tenue est bleu, blanc, rouge pour ça, oui. New and you. Merci. Exactement. C'est pas un gros conditionnement. Hein. Merci. Le conditionnement est voulu parce qu'on est en train de développer plusieurs formats, mais le but c'était déjà de voir ce qu'une personne normale utilisait sur une saison. Et là, du 50 ml, ça correspond à cette dose-là. Parce que les crèmes solaires, il faut savoir qu'on ne peut pas les réutiliser d'une année à l'autre. Il y a un risque d'altération des filtres et donc de baisse de la protection. Ça sent rien, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum, pas d'alcool, pas de parabènes. En fait, la composition est réduite au minimum syndical dont on a besoin. On a juste ajouté des principes actifs qui sont naturels et bio pour avoir un côté vraiment hydratant et protecteur. Ah, mais vous avez une liste de produits de dingue. Quand je faisais de l'apnée et que je cherchais une crème solaire, justement, je comprenais pas ça et ça me faisait vraiment peur. C'est pour ça qu'on a mis sur le site internet toute la composition avec le descriptif et là, surtout la traduction de ce qu'étaient les ingrédients et pourquoi on les utilisait pour que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'il y a dans une crème solaire et pourquoi on utilise ces ingrédients-là. Ah ouais, c'est horrible ces noms-là parce que c'est anxiogène. C'est gras quand même. Oui. Pardon? C'est gras quand même. Parce que je veux dire, le gras, est-ce qu'après on le retrouve pas dans la mer? Non, parce que on a fait en sorte que la crème soit vraiment waterproof pour qu'il y ait un minimum de dilution dans l'eau. Et par rapport à des crèmes classiques, vu que c'est des filtres minéraux, il y a justement beaucoup moins cette flaque d'huile qu'on a au-dessus de l'eau et qui vient empêcher la pénétration. D'accord, donc ça ne pollue pas les océans, ça ne tue pas les coraux. L'impact, on l'aura toujours. À partir du moment où on va introduire quelque chose dans un milieu extérieur, on va avoir un impact, mais le but, c'est de le minimiser au maximum. Le discours est honnête et je vais commencer par la fin parce que c'est ce qui me marque le plus et ce qui ressort le plus pour moi de ses propos. Il a donc un discours honnête avec la volonté de proposer un produit transparent. La composition elle est traduite, les produits utilisés dans la composition chimique sont réduits au maximum pour limiter l'impact et donc faire en sorte que la pollution soit la moins importante possible sur le milieu naturel. Ce que j'ai bien aimé aussi dans son discours, c'est la clarté du truc. Quand il dit, voilà, de toute façon, tu mets de la crème sur toi, tu vas dans l'eau, tu introduis de toute façon des produits chimiques dans l'eau, donc tu as un impact. Mais nous, on le minimise au maximum. Mais je pense, et c'est un grand malheur d'ailleurs, parce que je pense que la cause est noble et qu'elle mérite de réussir. Bon, maintenant, on connaît un peu la fin de l'histoire par ma faute, mais tu ne vas pas me le reprocher non plus. Mais bref, il aurait mérité d'avoir un immense succès parce que la cause, elle est noble, sauf que cette volonté de transparence ne fait pas le bon marketing. Je pense que malheureusement, son marketing est à la fois, j'ai un peu du mal à formuler ce que je vais dire, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que la cause qu'il défend et qu'il met en avant et qui fait qu'on a envie de le soutenir, c'est aussi ce qui va le conduire à sa perte dans le marketing. Malheureusement, je suis désolé de te le dire, mais marketingment parlant, je ne crois pas que les gens soient vraiment impactés dans les crèmes solaires par les produits qu'il y a à l'intérieur. Les gens regardent l'indice de protection et ont un souci de leur santé. Et je pense qu'il aurait dû, ou il devrait, et je vais me permettre de donner un conseil externe qui peut t'intéresser à toi aussi pour justement comment développer une société, il aurait dû plus appuyer sur l'indice de protection et sur le fait que sa crème, en plus d'être éco-responsable, elle a un indice de protection équivalent et ou supérieur à la moyenne parce que j'utilise tel produit et que ce produit, c'est prouvé que depuis des années, ça protège du soleil, blablabla, plutôt que de partir sur un délire, je protège la mer, et où malheureusement, je suis quasiment persuadé, en tout cas pour le vivre dans mon quotidien, quand je suis avec ma femme et ma fille, moi je vois comment elle utilise les crèmes solaires. Le premier truc qu'elle regarde, c'est l'indice de protection de santé par rapport à elle et notre fille.
Et le deuxième truc qu'elle regarde, c'est bien combien de fois elle va devoir en passer pour s'éviter d'en repasser toute la journée, quoi. Voilà, en gros, c'est ça les 2 points que moi je constate. Je ne suis pas consommateur encore une fois du produit, mais chez les consommateurs de ce produit-là. Et je trouve que là, pour l'instant, on ne parle pas de ce sujet qui est le sujet principal en fait. Voilà. Moi perso, je suis désolé, mais je comprends très bien le combat. Je pense qu'il est noble et qu'il doit être mené. On ne doit pas introduire des produits chimiques dans la mer. Je suis complètement d'accord avec ça. Sauf que c'est un grand malheur, mais ce n'est pas le souci principal du consommateur, quoi. Voilà. Donc après, par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant et qui n'a pas été assez mis en avant, c'est le côté, on essaye de proposer 50 ml parce que justement, l'utilisation, elle est adaptée et en adéquation avec le besoin du consommateur. Et ça évite le gaspillage parce que avant qu'ils le disent, je n'avais pas percuté, mais c'est vrai, les crèmes solaires ont une date de péremption courte. Donc du coup, si la personne elle achète un produit qui est supérieur à ses besoins et qu'elle arrive à la fin de la saison, elle va jeter le produit. Alors là, on est carrément dans un truc délirant. Et ça, par contre, c'est un argument de vente et qui devrait être plus mis en avant. Alors tu vas me répondre que là, il n'est pas là pour faire du marketing, il est là pour trouver des investisseurs. Mais même sur son site, sur lequel je suis allé tout à l'heure et sur lequel je suis toujours d'ailleurs pendant que je te parle, je trouve que tout ce que je suis en train de te dire n'est pas assez mis en avant, quoi. C'est-à-dire que tu vois, regarde là, je clique sur un des produits, tu vois, conçu pour tous les types de peaux, même les peaux sensibles et intolérantes aux filtres chimiques, à composition minérale naturelle et le parfait allié de vos escapades au soleil. Son format est optimal pour vous assurer une protection longue durée à renouveler. Protection minimum garantie SPF 50, composition minérale 97 nano naturel, 22% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Je trouve que c'est pas, je sais pas, il n'y a pas dans ce que je vois là, il n'y a pas le truc marketing qui me fait dire je vais y aller. Et de plus, j'insiste, tu vois, mais voilà, il y a écrit SPF 50, composition minérale, mais on n'est pas sur un marketing extrêmement fort et puissant. Alors moi je trouve que le packaging est joli, voilà, bon, ça change rien à ma vie, quoi. Je pense que indépendamment de du besoin et de la dimension écologique que je comprends, que je perçois et que je valide, il n'y a pas ce marketing de ouf, cette force de la marque qui me donne envie d'y appartenir. Il manque quelque chose et je pense personnellement que le projet pêche par ce côté-là. Maintenant, et je ne serais pas surpris qu'il arrive à avoir l'argent, il demande 20 000 balles, il veut sauver la planète, il est dans l'air du temps. Pour moi, le pire, c'est qu'il va réussir à lever des fonds. J'en suis certain en voyant ça, mais moi perso, ça me touche, mais alors pas du tout. Pas tel que c'est présenté là en tout cas. Je suis désolé, mais c'est ce que je ressens. Vous nous avez parlé de votre engagement, du sens de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre parcours ? Bien sûr. En fait, j'ai un parcours où du coup j'ai pu étudier d'abord dans les énergies et ensuite dans une école d'ingénieur en environnement, en plus de toujours pratiquer des sports nautiques. Et à la fin de mes études, je me suis dit, j'ai envie de me lancer tout de suite, il faut agir, il y a des problématiques à résoudre. Je suis allé à la banque, j'ai négocié, j'ai fait un prêt personnel et j'ai pu me lancer à mon compte comme ça. Quel montant le prix ? Et avec mon associé du coup qui a aussi emprunté, on a mis pour l'instant entre 40 et 50 000 euros de nos sous perso dans le projet. On voulait vraiment montrer qu'on avait qu'on croyait en notre projet, parce que derrière, on est allé lever des fonds avec une banque justement. Donc ça, c'est la partie financière. Oui. Mais la partie opérationnelle, comment vous avez fait pour être sûr que votre produit, au niveau de l'environnement, il était meilleur que d'autres, qui protégeait quand même ? Comment vous fabriquez ? Je suis allé chercher des laboratoires pour avoir justement des partenaires de développement. Et les acteurs dont je vous parlais avant, surtout ceux qui œuvrent pour les réimplantations de coraux, eux ont vraiment un bagage scientifique sur ces sujets-là. Et donc eux font aussi des études qu'on essaie de cofinancer avec eux pour pouvoir connaître au maximum l'impact de ce qu'on développe. On est en train de monter en parallèle une ONG pour créer des grosses actions, ce qui est déjà en train de se passer sur les récifs de coraux par exemple. Et le but c'est d'agir autant que possible parce que pour certaines actions, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent, mais surtout de trouver les bonnes personnes, de créer le bon relationnel et d'agir de façon conséquente. Et tout ça on le fait parce qu'au début du projet, je me suis dit, pourquoi payer pour de la pub et du marketing quand on peut agir, filmer toutes ces actions, engager les gens là-dedans, engager notre communauté pour en faire des vrais ambassadeurs et communiquer dessus pour embarquer encore plus de monde dans ces valeurs-là. Bon, mais autant te dire, je vais être franc avec toi, j'ai écouté le passage que je viens de te mettre plusieurs fois. J'ai regardé ses vidéos YouTube. Alors, il fait des petites vidéos YouTube de 3-4 minutes pour les plus longues, quelques secondes pour les plus courtes. Ça se regarde, c'est bien. Je pense qu'il y avait de la motivation au départ. Mais je vais te donner mon opinion avant que j'analyse bien correctement tout ce que je vais te dire plus en détail. Mais déjà, ma première impression quand j'écoute ce passage, je me suis dit, waouh, le mec fait vraiment beaucoup de trucs. Et ça, moi, perso, ça ne me plaît pas. Donc déjà, personnellement,
je parle que de moi déjà. J'ai eu une tendance toutes ces dernières années à me recentrer au maximum et même en me recentrant, je vois qu'il y a des problèmes et je suis en train d'améliorer les problèmes de fonctionnement, etc. Enfin bon, bref. Donc si tu veux, en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que quand je vois des personnes qui partent comme ça dans tous les sens, je suis jamais très emballé, ok ? Mais d'un autre côté, en plus, il y a dans son mode de fonctionnement, et ça va te surprendre, mais je te le garde pour la fin, parce qu'il le dit qu'à la fin, il y a des choses qui ne vont pas, et bien que je te répète depuis toutes ces émissions toujours la même chose, ça va être bien, ça va me permettre de te faire une mise au point. Alors, je reprends depuis le début tout ce qu'il a dit, on va tout passer au crible, et tu vas comprendre pourquoi je te dis que pour moi, il s'éparpille beaucoup. Il a dit qu'il était ingénieur, et qu'il avait constaté pendant ses études plein de problématiques, et qu'il voulait agir tout de suite. Bon, ça, je valide complètement, j'adore ce genre de profil. C'est les personnes qui ont cette volonté de passer à l'action. Moi, je crois que l'action doit être la première étape et que le plan sera la seconde. Même, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir d'abord le plan puis ensuite passer à l'action. Ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Bref, peu importe. Tant qu'au final, il y a de l'action concrète qui se passe, je valide le profil. Bon, il est ingénieur, ça me désole un peu. Il y a énormément d'ingénieurs en France, mais c'est comme ça. Il a cerné des problématiques. Ok. C'est le bon discours, c'est le discours de quelqu'un qui sait de quoi il parle, mais ce n'est pas parce qu'il sait de quoi il parle qu'il va réussir. Ce n'est pas parce que tu cernes une problématique que tu vas savoir y répondre parfaitement. Deuxièmement, le mec est courageux, pareil je valide aussi, prêt à la banque, il prend 50 000 € et il lance sa boîte. Là où je commence à tiquer un peu, parce que je trouve ça étrange d'ailleurs, les investisseurs n'ont pas relevé, mais moi ça ne me plaît pas, c'est qu'il dit qu'avec cet argent, il est allé lever de la dette bancaire. C'est-à-dire qu'il a fait un crédit conso qu'il a posé sur le compte de sa boîte, avec lequel derrière, il est allé chercher un crédit bancaire. Là, pour moi, il s'est cramé, quoi. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Là, déjà, à ce stade, il m'a complètement perdu. Il m'avait déjà perdu avant, mais là, il m'a déjà perdu total. Il s'est cramé financièrement. Tu peux avoir la cause la plus noble du monde. Si derrière, tu l'amènes avec une entreprise en faillite dès le départ, je ne vois pas comment tu vas y arriver. Il ne faut pas qu'il le prenne mal si jamais il écoute ce podcast. Moi, juste, je constate que de la manière dont il l'explique, à moins que j'ai mal compris, il ne faut jamais faire ça. Et je te le dis, ne fais jamais ça. Et je vais ici marquer une distinction très claire, parce que c'est quelque chose que je conseille à mes clients et je vais t'expliquer. Très souvent, moi, j'ai tendance à dire, fais un projet immobilier locatif, gagne de l'argent et lance ta boîte. Et là, tu pourrais t'opposer à moi en me disant, mais attends Nicolas, c'est exactement la même chose. Tu fais un projet immobilier locatif, tu fais un crédit. Derrière, tu crées ta boîte, tu te mets en danger. Eh bien non. Pourquoi ? Parce que le crédit immobilier est rattaché à un actif immobilier. Cet actif te rapporte de l'argent et tu bénéficies d'un double effet qui se coule. Le premier, le revenu locatif que tu en tires. Donc bien évidemment, je t'incite à acheter un bien qui te rapporte de l'argent. Deuxièmement, la valeur du bien à la revente. Si tu as bien acheté, en tout cas comme moi j'apprends à mes élèves, bien, tu vas avoir de l'argent si jamais tu vends le bien immobilier dans ta poche. Donc, pour moi, on a ici deux manières de faire des crédits qui sont totalement différentes. La première, c'est pour moi le comportement le plus sain pour aborder l'entrepreneuriat avec justement une zénitude psychologique, spirituelle, j'allais dire, qui te permet d'être un peu plus serein. Je veux dire, c'est pas pareil si tu crées ta boîte et que tous les mois, tu as 3, 4, 5, 800 € par mois qui tombent sur un compte que si tu crées ta boîte et que toute ta vie dépend de ton entreprise. Enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Mais bon, bref, voilà. Que de faire ce qu'on appelle une cavalerie, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire faire un crédit conso, mettre l'argent dans son entreprise, faire un crédit bancaire avec l'argent du crédit conso. Bon là, on est... ah oui, la vie, elle est belle comme ça. Hein. Pendant une période, tu as de l'argent, tout va bien. Mais quand l'argent s'amenuise, tu as des crédits de tous les côtés et tu es mort. J'appelle ça cramer. Voilà. Donc, fais attention, quoi. Moi, je te conseille d'utiliser la dette à bon escient et pas d'utiliser la dette comme lui l'a fait. Voilà. Je fais la distinction, je ne le critique pas. Je pense que faire une cavalerie pour créer une raffinerie de pétrole, c'est sûr que ça ne va pas du tout dans le même mouvement écologique que celui qu'il essaye de défendre, mais malheureusement, avec une raffinerie de pétrole qui détruit la planète, tu es sûr de rembourser ta cavalerie. Alors que là, avec ses crèmes solaires, c'est malheureux, mais il y a peu de chances qu'il arrive à rembourser sa cavalerie de crédit. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que regarde tout le paradoxe. Ça devrait être l'inverse en fait. J'ai pris cet exemple au hasard, mais ça tombe tellement juste que ça pourrait presque être drôle. C'est-à-dire que
normalement, si l'argent était quelque chose de juste, si l'argent était quelque chose de cohérent, eh bien, la personne qui œuvre pour la planète, elle gagnerait plein de pognon et elle arriverait à rembourser ses crédits. Alors que là, on voit bien que c'est pas ce qui va se passer, quoi. À l'inverse, le mec qui crée une raffinerie de pétrole qui pollue comme un gros cochon, il va s'enfiler les poches parce que l'argent va pas là où il devrait aller. Il va là où les gens veulent qu'il aille, en fait. C'est pas beau, mais c'est la vie, quoi. Donc voilà, bref. Ensuite, et là on va commencer à s'enfoncer dans les problèmes du discours qu'il a tenu. Il nous dit « Je travaille avec des laboratoires pour la fabrication de mes produits ». Bon, jusque-là tout va bien, je trouve ça cohérent. Il dit « Je travaille qu'avec des laboratoires qui œuvrent pour la réimplantation des coraux et nous cofinançons avec eux ce truc-là ». Bon là je me dis, moi perso, le gars, il fait trop de trucs. Là déjà, il devrait s'arrêter largement. Là, il a déjà dépassé toutes les limites pour moi. Mais non, il veut cofinancer la réimplantation des coraux. Alors, peut-être qu'il dit qu'il cofinance avec les laboratoires la recherche et le développement de ses propres produits. Mais même si c'est ça, dans les deux cas, il ne devrait pas le faire. Il devrait juste produire bien le service qu'il veut vendre et pas plus, pas moins en fait. Pas cofinancer. Ça, c'est de la pure folie, ça ne sert à rien. En parallèle de tout ça, parce que nous sommes face à un homme orchestre, et j'essaye en fait ici, je ne le critique pas. Je comprends qu'il est avide d'agir à tous les niveaux. Mais en fait, l'erreur qu'il est en train de commettre, c'est de croire que les grosses entreprises, elles ont commencé dès le début à proposer tout ça. Non. En fait, il devrait faire l'inverse. Il devrait gagner de l'argent avec ses crèmes solaires. Puis quand il est bien profitable, il fait son ONG, il cofinance la réimplantation des coraux, etc., etc. Et il fait même sa cavalerie bancaire à ce moment-là, pas quand tu crées ton entreprise. Bref, en parallèle, il crée son ONG parce qu'il a envie d'agir. C'est noble et je comprends, mais c'est pas ça qu'il faut faire encore une fois. Comment il fait pour rendre sa marque rentable? Moi, je ne comprends pas. Et il finit en apothéose avec un truc que je te dirai jamais, mais qui est pour moi la pire des erreurs. Oui, je te répète depuis tout le début de ces émissions, ne va jamais voir quelqu'un pour demander de financer ton marketing. Ne va jamais voir des personnes en disant j'ai 200 000 euros et sur les 100 000 euros, il y a 50 000 euros de marketing. Au pire, ment ou ne le dis pas. Mais comment dirais-je, ne cherche jamais à financer ça. Mais la pire des folies, c'est de dire ce qu'il dit derrière. Il dit le marketing, ça sert à rien. Mais les gars, réveillez-vous. Pas de marketing, pas de vente, pas d'argent, pas d'entreprise. C'est du grand n'importe quoi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. J'ai dit, on ne finance pas par le crédit bancaire le marketing. Par contre, bien évidemment qu'il faut un budget marketing, bien évidemment qu'il faut dépenser de l'argent dans le marketing, bien évidemment que le marketing, c'est le cœur de ton entreprise. Ça te plaît pas mon problème. Par contre, il y a une question que tu dois te poser quand tu as une société, c'est combien tu dépenses en pub, combien tu alloues au département marketing, combien te rapporte le département marketing. Et surtout, alors écoute bien ce que je vais te dire, si tu as une société, tu n'as pas de département marketing, tu n'as rien compris, tu n'y arriveras jamais. Et si tu as une société et que tu n'as pas les moyens d'avoir un département marketing, tu dois être le département marketing. C'est tout. Tu achètes des bouquins, tu apprends et tu commences à travailler sur le sujet. Point à la ligne. Voilà. Donc bon, ceci étant dit, c'est catastrophique pour moi de finir par là parce que là, je comprends pourquoi ça ne marche pas son truc parce qu'il a cette vision tronquée que de croire que le produit se suffit à lui-même et je comprends pourquoi le discours qu'il tient depuis le début, il manque quelque chose, il manque un truc dans son discours et le truc c'est le marketing. Il y a zéro marketing. Ça ne suffit pas que de dire mon huile ne se mélange pas trop à l'eau, il n'y a pas de produits chimiques. En fait, ce n'est pas ce qu'attendent les consommateurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, son discours est vide, ça ne donne pas envie de consommer. Du coup, il ne vend pas suffisamment et du coup, il ne peut pas mener tous ses projets à bien. Comme je le répète toujours, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de projet, on ne réalise pas ses rêves. Si on ne réalise pas ses rêves, ça ne fonctionne pas, on est triste et on rentre dans un cercle néfaste. Et alors qu'on cherche à rentrer dans un cercle vertueux. Et c'est très dommage parce que le mec là, il a plein de bonnes idées. Moi, j'ai vu sur sa chaîne YouTube, il va nettoyer des plages et tout. Je trouve ça génial. Sauf qu'il a pris le problème à l'envers. Il a voulu faire trop de choses en même temps. Surtout, j'ai qu'un conseil à te donner. Tout ce que tu viens de voir là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vachement simple en fait. Il faut absolument prendre un département marketing. Si tu n'as pas de département marketing, tu te formes sur le sujet. C'est essentiel de comprendre le marketing. Si derrière,
tu n'as pas de département marketing, il te faut quand même un budget de publicité parce que tu dois faire de la pub. Il faut t'engager là-dedans et il faut y aller, quoi. À un moment donné, il faut tout faire pour vendre. Ce qu'il ne fait pas, malheureusement. Et le pire, c'est que comme il défend la cause de la planète, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment qu'il va lever de l'argent. Ça me rend fou. Moi, j'aurais pas mis un sou là-dedans. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne sais pas qui c'est qui va mettre le pognon, mais c'est une hérésie. Et c'est pas un peu paradoxal de protéger les océans contre les crèmes et de verser dans des tubes en plastique avec si peu de contenance? C'est une très bonne question sur la... Merci. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le pitch, mais sur la première version, on a quand même été limité par le budget de ce qu'on pouvait développer. Donc on est sur des tubes plastiques pour le moment. On a justement essayé de faire ça au mieux avec des bouchons qui ne se détachent pas, pas d'étiquette, mais une impression directe pour ne pas avoir 3 déchets à partir d'un. Et là, sur la prochaine version de la crème, on va être sur une protection 50, qui va être accrue, et sur des tubes qui seront entièrement en matière végétale. Donc qui seront, on n'aime pas dire biodégradables, mais compostables. Ok. Voilà. La commercialisation? Alors la commercialisation, on fait essentiellement du B2B. On passe par des magasins de cosmétiques, par des clubs de plongée, des spas, des hôtels. Il y a de plus en plus de chaînes de pharmacies et de chaînes de grande surface en général qui nous approchent pour ça. Et on fait aussi de la vente directe sur notre site pour forcément le proposer directement aux gens. Le prix? Là pour l'instant, le tube est à 20 €. Comme on est sur le lancement et qu'on n'a pas pu pour l'instant faire de grosses négoces de matières premières. Et là, dès l'année prochaine, on va être sur des beaucoup plus grosses quantités, donc on va pouvoir descendre le prix et être un peu plus concurrentiel. La marge brute, vous la connaissez? Prix de revient? En fait, actuellement, on est sur moins de 3,50 € par tube en production. Avec le packaging, le tube est compris? Tout compris, ouais, tout compris. Combien vous avez dit? Moins de 3,50 €. Et là, on va pouvoir chuter sous les 2 € à partir de l'année prochaine. Et votre carnet de commandes, là, c'est combien de tubes? Ça représente quoi? Ou votre prévisionnel? Alors là, sur la première année, on avait prévu 70 000 € de chiffre d'affaires avec, si je dis pas de bêtises, 7 ou 8 000 tubes de vendus. On va être sur cette première année à 10 ou 15 000 tubes et un CA qui va dépasser les 100 000 €. Et pour l'année prochaine, on a un carnet de commandes qui a dépassé les 120 ou 130 000 tubes. 120, 130 000 tubes? Ouais. De Ça, 8 c'est 000? des commandes fermes? Ouais, c'est des commandes fermes, ouais. De 8 000 à 130 000? Bah, en fait, on a eu... C'est... Attendez là, parce que c'est quand même important. Vous avez des commandes fermes de 130 000 tubes, ce qui représente quand même, j'imagine, 1,3 million € de chiffre d'affaires à votre niveau. Vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas dans les chiffres, hein, parce que ça fait beaucoup quand même. Donc, Non. on sent que vous maîtrisez bien votre domaine. Je pense que vous avez un avenir prometteur. Je le sens bien. Merci beaucoup. Et je suis pantois, il m'a espanté et je suis d'autant plus sidéré qu'il a fait ce chiffre d'affaires. Je pense qu'il y a une explication rationnelle et qu'elle se situe essentiellement au niveau du Covid. Parce que suite au Covid, j'imagine bien que la vente de tubes de crème solaire a dû s'effondrer. Ok, ceci n'explique pas la situation d'aujourd'hui. Là, j'aimerais avoir des éclaircissements. Et je vais émettre un énorme doute sur les 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. Parce que ça serait la première fois dans l'histoire de Qui veut être mon associé qu'un mec demande 20 000 € pour 5% d'une boîte estimée à 400 000 € avec une marge opérationnelle aussi élevée. Donc juste pour que tu comprennes de quoi je suis en train de parler. Il achète 3,50 € le tube. Il vend ça quasiment coef de 5. C'est-à-dire que si tu fais 3,50 x 5, il vend des tubes à 20 balles. On est même à plus que ça parce que 3,50, je peux même faire un x6. Hein. Voilà, on est sur un x6. Donc la marge, elle est plus que bonne, quoi. Je veux dire, là, tu as de quoi manger. Hein. Il n'y a pas de problème pour la marge. Le mec t'annonce, première année, jusque-là, c'est raisonnable, 70 000 € de chiffre d'affaires. Aucun problème, ça roule. Il a vendu 7 à 8 000 tubes. Et donc, au final, il va faire, il dit, plus de 100 000 € voilà, de chiffre d'affaires. Je me suis un peu m'emmêlé les pinceaux, je vais la redire pour que ce soit mieux dit. Il avait un prévisionnel à 70 000 € de chiffre d'affaires sur ces tubes de crème solaire. Finalement, il va faire plus de 100 000 € parce qu'il a vendu 7 à 8 000 tubes. Là, il dit qu'il a 130 000 commandes de tubes fermes qui représentent un CA de 1,3 million d'euros. Et c'est pour ça qu'il annonce derrière un objectif à 2 € le coût par tube. Donc là, non seulement d'un côté, il baisserait les coûts, mais de l'autre côté, il augmente sa marge parce qu'il augmente son volume. Donc, il n'augmente pas sa marge, il augmente son volume. Mais si, il augmente sa marge parce qu'il baisse les coûts, je dis des conneries. Mais même en admettant qu'il baisse ses prix x6, voilà, tu te rends compte, 2 € x 8. Mais alors là, s'il arrive à 2 €, elle est belle, hein, ça te fait quasiment un x9. C'est un truc de fou, quoi.
même x10, qu'est-ce que je raconte, 2 euros x10, ça fait 20 balles. Bref, après on est allé sur le site, on l'a vu tout à l'heure, et le produit le plus cher est à 22, quand tu sais que le tube lui revient à 2 euros. On est sur un marché qui fonctionne, on est sur un marché non seulement qui fonctionne, mais pour lequel lui n'a usé d'aucun marketing. En plus, il fait du B2B, donc ça veut dire qu'il ne s'embête même pas à vendre. Alors attention, d'ailleurs tu vois, en le soulignant sur mes notes, je viens de réaliser que je n'ai pas pris en compte ou en considération un élément essentiel. La particularité du B2B, ça veut dire que tu fais de la vente indirecte, ça veut dire qu'il y a des magasins qui vendent pour toi, c'est qu'eux prennent de la marge sur ta marge. Donc même s'il est à 3,50 € et qu'il vend 20 €, je ne serais pas étonné que les mecs aient des coefs de 3, donc 3 x 3, 9, je pense qu'eux, ils margent à 10 €, donc ça réduit sa marge opérationnelle à lui. Donc en gros, il ne doit pas marger autant que ce qu'il annonce. Par contre, bon voilà, les 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai un énorme doute, ça ne correspond pas. Pour moi, il y a une erreur dans les propos et d'autant qu'aujourd'hui, on sait que ça n'a pas tenu. Donc ça veut dire qu'il y a bien un problème quelque part. Après, comme le dit Marc du bistrot Régent de Bordeaux, le Bordelais, il a raison de le faire remarquer. La particularité ici, c'est qu'on a quelqu'un qui connaît bien son domaine, qui a compris comment ça marchait, qui connaît ses marges, qui connaît ses chiffres. C'est certain qu'il n'y a rien à dire et qu'en temps normal, si on n'était pas X années après l'émission, peut-être que je serais emballé. Et encore que je n'ai pas aimé le côté je fais tout, je fais rien de la personnalité. Donc comme quoi, tu vois, ça te montre aussi que tu investis avant tout dans les personnes, même quand les chiffres sont bons. Je pense que ça ne m'aurait pas plu, il fait trop de trucs pour moi. Mais indépendamment de tout ça, je reconnais la réussite de ce qu'il avait réussi à monter à ce moment-là. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai déjà pris des participations dans une société qui sort, on va dire, un produit similaire. Donc, je suis un peu gêné d'investir dans un concurrent duquel j'ai investi il n'y a pas longtemps. On est un peu tous dans ce cas, j'ai l'impression. Ouais. Moi, c'est pareil, j'ai investi dans une marque qui lance des produits très très bio, très très naturels pour la peau. Donc je suis désolé, je ne peux techniquement pas le faire. De même, moi aussi, je suis conflictée en fait. On s'est rencontrés trop tard. Ce que vous faites, c'est vraiment chouette. Et en plus, vous portez une mission. C'est ça qui compte. C'est ce qu'on a envie d'acheter aujourd'hui. On n'achète pas que des produits, on achète toutes les valeurs qu'il y a autour. Donc, à regret, je passe. Donc là, j'interviens après Catherine, Marc et Marc, les deux Marc et Catherine. Donc les deux Marc, bon, je comprends, la raison conflictuelle, elle est, comment je dirais, imparable et logique, légitime. Par contre, là, je reprends Catherine, ça m'énerve parce que, comme je l'ai dit, alors je comprends la mission, etc., blablabla, mais il y a quand même une dimension financière et à un moment donné, il faut arrêter. Oui, elle a raison, c'est bien d'avoir une mission, mais là, on est face à quelqu'un qui est partout et nulle part à la fois. Et si la personne qui porte la mission, elle n'est pas capable de mener un projet jusqu'à son terme, ça ne sert à rien d'avoir une mission en fait. La mission, pour la porter, il faut qu'elle soit menée en fait. J'ai un problème avec ça. Alors bien sûr, je comprends que c'est mieux d'agir et que quand l'action elle est pleine de sens, ça donne du sens à l'argent qu'on donne et du sens à etc. à tout ce qu'on fait. Et je suis d'accord, mais ce que j'essaye de mettre en avant, et c'est pour toi que je le fais, c'est que c'est bien que tu aies une mission, mais que tu l'amènes dans le bon ordre et que tu l'amènes à terme. Et c'est pas comme lui il a fait, c'est pas en faisant tout de front que tu y arriveras. Commence par être rentable et après tu pourras gérer et réussir ta mission. Là, malheureusement pour moi, il passe à côté d'un produit énormissime qui est extrêmement prometteur. Pourquoi ? Parce qu'il fait tout et rien à la fois, c'est tellement dommage. Il suffisait qu'ils se disent que l'ONG la ferait plus tard, que soutenir les laboratoires pour la fabrication de projets et en même temps pour la réimplantation de coraux dans le milieu naturel, ça aussi il aurait dû le faire plus tard. Concentre-toi bordel sur ce que tu as à faire, ton marketing et engrange du pognon. Et après on parlera de ta mission. Enfin, bon, moi je vois ça comme ça. Après je suis un méchant capitaliste et lui, c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi et malheureusement, j'aimerais avoir tort et j'aimerais qu'il ait raison, mais les chiffres ne vont pas dans ce sens-là. C'est un peu comme tout à l'heure mon exemple de la société pétrolière et de la société climatique. Voilà, l'argent ne va pas forcément là où on voudrait qu'il aille, il va là où le marché l'amène et le marché a toujours raison au bout du compte. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, Adrien, alors moi j'ai pas de conflit, parce que ça c'est pas du tout mon univers et j'y connais rien. D'accord. J'aime pas trop le fait que ce soit en plastique et je trouve là il y a du travail, il faut vraiment une V2. Ça change cette année. Donc ça je pense que c'est vraiment important. Après la marque New, je pense que la difficulté c'est que ça va être très difficile à trouver sur internet. Vous vous êtes pas rendu service en prenant New.
Donc bon, on peut acheter les mots-clés, etc. Mais je pense que ça rajoute de la difficulté. Et par contre, vous avez l'air d'avoir un super business quand même. Plutôt. Un peu. Enfin, c'est quand même. Tu passes de 8 000 à 130 000 produits. Là, vous m'avez scotché, franchement. Moi, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Je sais voir des affaires quand je les vois. La question, c'est est-ce que vous voulez d'un investisseur qui, finalement, soit pas du tout du même univers que vous? Moi, je vais être incapable de vous aider de façon extrêmement précise dans cet univers-là. Je veux dire, je comprends bien ce que vous faites, la mission, les ONG, enfin, c'est super. Mais moi, je peux rien vous apporter là-dedans. Par contre, c'est un beau business. Donc, je vais vous faire une proposition. Je vous écoute. Mais c'est une proposition opportuniste. Voilà. Donc, je vais vous proposer 20 000 euros, mais pour 10%. D'accord. Parce que je pense que c'est une bonne affaire et en tant qu'investisseur, je ne peux pas résister. Si je peux vous donner un coup de pouce pour 10%, ça marche. Moi, je trouve ça très intéressant à mon niveau en tant qu'investisseur. Voilà. Ok. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est hyper intéressant de le noter parce que ça peut t'arriver, ça peut nous arriver à tous. Ici, on a Eric qui ne comprend rien au domaine, qui n'a aucune utilité réelle dans ce qui se passe là. Et il ne peut pas être utile pour l'entrepreneur d'aucune façon, comme il le lui précise. Et du coup, il fait une offre parce que, effectivement, les 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires qui arrivent, c'est le loup attiré par l'odeur alléchée, tu vois, qui ne peut pas résister à la bonne carcasse bien fraîche qui vient d'être posée juste là et dont personne n'a l'air de vouloir. Presque trop beau pour être vrai, aurait-il dû se dire. Mais ce n'est pas grave. Ce que moi je veux souligner, c'est que quand tu ne maîtrises pas quelque chose, fais très attention, mais alors sois extrêmement vigilant à tout ce que tu peux arriver à capter justement. Pourquoi ? Parce que pour moi, là, d'abord, premièrement, que Eric ou que Delphine rentrent dans le capital de cette société, l'un ou l'autre, ou les deux, j'en sais rien ce qui va se passer, mais ils vont se faire avoir, puisqu'on voit que quelques années après, la société, elle a mouru, quoi. Et surtout, ce que moi je vois, c'est que quand on investit dans des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît ni les tenants et aboutissants, c'est là où on prend le plus de risques finalement, alors que préalablement, tel que c'est présenté, comme le dit très justement Eric, ça paraît être une trop belle affaire en fait, entre les marges, etc. Tu en as 3 des 2 investisseurs qui sont assis là, qui disent on est en conflit d'intérêts. Eric qui dit ça a l'air hyper rentable. Ouais, c'est rentable. Les 3 te disent ouais, c'est rentable. Donc là, tu es en train de te dire attends, les 3 autres, ils sont dans des boîtes comme ça parce qu'ils ont compris qu'il y avait de la marge. En fait, là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et ça arrive parfois, et il faut que tu saches qu'il y a des gens qui jouent de ça. Là, il est en train de se passer que finalement, le contexte est en train d'influencer, pas comme ça devrait être influencé, les personnes qui veulent éventuellement rentrer dans le business. Ici, qu'il s'agisse de Eric et ou de Delphine, ils sont en train de s'influencer mutuellement. D'abord, Eric avec l'offre qu'il est en train de faire en disant écoutez, elle a l'air trop belle l'affaire, je vous fais une offre à 20 000 euros pour 10%. Ensuite, ils sont influencés par le fait que les 3 autres sont déjà positionnés sur ces business et du coup, ils disent que c'est rentable mais qu'ils ne peuvent pas rentrer sur celui-là parce qu'il sera en conflit d'intérêts, ce qui est logique et légitime comme je t'ai dit tout à l'heure. Et du coup, ça incite les 2 autres à rentrer parce qu'ils se disent attends, ils y sont, moi je veux en être, il y a des belles marges, il y a un carnet de commandes, alors que peut-être il n'y a rien de tout ça. Alors tu vas me répondre, mais attends, il y a des dossiers, ils ont de quoi voir, oui, mais c'est des business dont ils ne savent rien et si le business s'est arrêté brutalement, il n'y aura pas eu les bénéfices attendus, il n'y aura pas eu l'affaire espérée, enfin bref, ça peut ne pas se passer comme on l'imagine aussi. Et c'est ton rôle malheureusement de savoir dire des fois non, de savoir analyser justement ce qui est en train de se passer et d'être capable, malgré le brouillard ambiant, de voir clair dans des situations comme celle-ci qui sont extrêmement difficiles. Parce que l'influence du groupe, elle est en train de se mettre en place là, insinueusement sans qu'ils s'en rendent compte. Moi, je suis extérieur à tout ça, j'analyse. Ma position, elle est extrêmement simple. Et en plus, je le fais après coup, avec des données du problème qu'à ce moment-là, personne n'a. Donc, bien sûr que toi comme moi, là, on est là en mode « c'était trop simple, je l'aurais vu ». Mais non, en fait, tu ne l'aurais pas vu. Si tu avais été à la place de Eric ou de Delphine, tu te serais toi aussi fait influencer et à ce moment-là, tu te serais pris la grosse baigne dans ta gueule. Et alors, le problème, c'est lequel ? Parce que ce qui est intéressant pour toi, c'est de tirer bénéfice de tout ça. C'est que
Eric ou Delphine, aujourd'hui, ils peuvent se prendre une claque. Ils ont les moyens de perdre de l'argent. Mais si tu m'écoutes, que tu es débutant et que tu te fais avoir par l'effet de groupe, ça peut être catastrophique pour ta carrière d'investisseur. C'est pour ça que les premiers investissements, je dirais les 3 premiers, sont capitales. C'est pas grave de se planter au bout du 10, 15, 20e investissement. Normalement, si tu as bien géré, tu vas pouvoir l'absorber et tu vas pouvoir faire face aux difficultés que tu rencontres. Mais si tu te prends le mur dès le début, c'est là où tu risques le plus de problèmes et c'est là où finalement tu vas devoir te redresser et tu vas galérer le plus. Donc là, c'est pas grave s'ils se viandent, mais c'est intéressant de voir que même avec de l'expérience, tu peux te faire manipuler et rentrer dans un truc dans lequel tu ne devrais pas aller. Enfin, pour moi, je ne suis pas du tout certain de la bonne affaire en ce qui concerne ce projet-là. Alors, votre produit a du sens. Merci. Alors, c'est vrai que c'est un produit où il y a déjà beaucoup de monde dans le marché, mais vous avez su nous expliquer qu'il était unique. Bon, maintenant, il va falloir le faire comprendre. Ouais, le démarquer. Le démarquer, voilà, Ouais. et le faire comprendre à vos clients. Vous le vendez bien, vous le connaissez bien, donc ce que vous dites est logique et très simple et très compréhensible. Donc moi, j'ai aussi envie de prendre part à l'aventure. Je pense que je peux vous aider. Top. Notamment puisque j'ai quelques hôtels à la mer et à la montagne, donc on va déjà pouvoir proposer vos crèmes dans le spa. Je trouve que 5% aussi, c'est peu. C'est peu pour vraiment apporter quelque chose. Donc moi, je vais vous proposer 25 000 € pour 10%. D'accord. Alors C'est nous le voilà jeu. bien là, nous voilà bien. C'est le jeu. Nous voilà bien, les enchères montent. Moi, évidemment, je m'aligne. 25 000 € pour 10%. C'est vrai que je me suis pas bien vendu, mais j'ai monté 8 entreprises, j'ai une expérience d'entrepreneur. Ce que je peux vous apporter, voilà, c'est du bon sens, des choses assez pragmatiques. Mais je voulais pas vous mentir en vous disant que j'allais être le roi du marketing digital sur la crème solaire. Voilà, que vous puissiez prendre votre décision avec toutes les informations. Donc là, on est en train d'assister à ce qu'on appelle la folle enchère. C'est-à-dire que, et encore, je trouve que Eric a été très raisonnable, il s'est simplement aligné, c'est son profil, il reste quand même très prudent. Ça montre que c'est quelqu'un de sage et qui a de l'expérience, parce qu'il y a des personnes, dans un cas comme celui-là, qui auraient pu aller beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'aligne et il rectifie les positions qu'il avait prises tout à l'heure en ajustant un peu mieux finalement son profil pour que justement la personne en face de lui puisse mieux prendre, ou en tout cas prendre plus facilement une décision. Et ce que je trouve aussi intéressant et qui doit être noté, c'est qu'on a une forme là maintenant de concurrence qui s'installe et qui amène nos deux investisseurs à vouloir quelque chose qui, de mon analyse à moi, vraiment abrupte sur du papier, n'a aucun intérêt en fait. Et c'est drôle parce que tu te rends compte en fait finalement comme quoi ça peut tenir à rien. C'est-à-dire que, et ça je veux que tu le notes aussi, dans tous les entretiens, tu as des cases à cocher. C'est-à-dire que, en gros, je vais te faire un schéma basique, mais la présentation, donc comment tu présentes, tu vois, voilà, comment tu présentes toi en tant que personne et d'individu. Est-ce que tu es sale avec de la crasse sous les ongles ou est-ce que tu présentes bien? Et encore que si tu es sale avec de la crasse sous les ongles et que tu vas me pitcher un garage de voiture, je serais rassuré, tu vois. Mais bon, bref, voilà, comme quoi la présentation aussi, elle est relative à l'activité que tu présentes, on est bien d'accord. Donc, la présentation, le sujet, d'accord, la marge que tu vas proposer, enfin le gain potentiel que tu vends. Et puis, il y a un élément dont on parle jamais assez souvent, mais qui est l'air du temps. Est-ce que tu sais ce que c'est l'air du temps? L'air du temps, c'est, voilà, chaque époque avait son air du temps, c'est-à-dire ce qui marquait l'époque, l'empreinte que laissait l'époque en question, tu vois. Les années 80, pour moi, c'était vraiment l'insouciance. Et les années 70 et les années 80, même avant, c'était l'insouciance, la gaieté, la musique, la liberté, tu vois. Les années 2000, pour moi, c'est l'avènement de la mondialisation. Les années 2010, 2020, c'est un peu plus à nouveau une espèce d'euphorie financière teintée de l'inquiétude liée à la mondialisation des années 2000. Bref, tu vois, chaque ère avait son temps. Et bref, là, l'ère du temps, c'est de pitcher la cause écologique, environnementale. Et j'ai vraiment le sentiment que tu causes cette case,
tu amènes un projet qui remplit ce truc-là et ça met tout le monde d'accord et les gens vont déjà d'une façon tacite t'accorder des fonds et te donner du fric, quoi. C'est ridicule, hein, entre nous, franchement, ça n'a aucun sens pour moi. Je veux dire, il te suffit de le dire pour, voilà, comme quand j'entends les gens me dire « Ouais, le Bitcoin consomme trop d'énergie. » Mais connard, quand tu imprimes des billets, ça ne consomme pas de l'énergie. Je veux dire, si tu compares le Bitcoin à l'impression monétaire, ben, je veux dire, le Bitcoin a gagné, quoi. Donc, à quoi tu le compares, en fait? Donc, voilà, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Mais toi, en tant qu'entrepreneur ou investisseur, leveur de fonds, parce que moi, quand je fais que te le dire à chaque fois dans ces émissions, je nous considère, nous, la famille des investisseurs, entrepreneurs, comme des leveurs de fonds avant tout. C'est quand tu vas lever des fonds, tu dois connaître l'air du temps. Voilà. Et n'aie pas honte, même dans des projets, dans des projets parfois qui n'ont pas de lien, parce que là, comme l'a dit Marc Simoncini, je suis désolé, je l'ai gardé la cartouche pour la fin, parce que je voulais le dire quand même. C'est quand même extrêmement paradoxal de venir lever des fonds en mode je milite contre la pollution planétaire, mais je produis des tubes en plastique pour la crème solaire. Bon, elle est belle, hein. Il a juste dit « Ah oui, mais vous inquiétez pas, hein, la V2, ce sera un produit biodégradable. Alors, on n'aime pas trop ce terme, du coup, on dit compostable. » Non mais vas-y, fous-toi pas de ma gueule, quoi. Je suis sûr que tes produits sont restés en plastique jusqu'à la fin. Là, je suis un peu méchant, c'est peut-être pas vrai, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est une pirouette vraiment, mais alors vraiment low cost, quoi. Je veux dire, le mec est même pas venu avec sa V2, quoi. Au moins, amène-la. Enfin, je sais pas, tu vois. Sois cohérent jusqu'au bout. Bref. Non, moi, avec moi, ça marche pas du tout. Alors vraiment, c'est un des rares projets où je mettrai pas le portefeuille. Il n'y a rien qui m'a plu dans le truc. Je suis assez surpris de voir qu'il y en a 2 qui y aillent et qu'il y en a 3 qui presque y seraient allés s'ils n'avaient pas eu de conflit d'intérêts. Pour moi, on est clairement dans un effet de groupe et dans quelqu'un qui a su saisir l'air du temps et qui n'a pas su se concentrer sur son travail. Voilà, je suis désolé, j'aime pas critiquer, c'est pas mon genre, mais là vraiment, je suis un petit peu obligé quand même de dire tout ça, quoi. Enfin, je vois pas trop comment j'aurais pas pu faire autrement, quoi. Eric, du coup, j'ai bien compris ce que nous avez dit et c'est vrai qu'on recherche vraiment un accompagnement sur ce projet en plus de financier. Chapeau, voilà. hein. Il s'est bien vendu en même Je me suis temps. bien vendu. Mais c'était honnête. C'était honnête et transparent et c'est les valeurs qu'on porte, donc voilà, on apprécie beaucoup. Mais je suis désolé. Delphine, on va vous dire oui. Bravo. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Je vais vous serrer la main quand même, parce que moi je vous trouve sympathique. Eh ben, merci beaucoup. Franchement, vous êtes très Merci beaucoup. convaincant. Merci. Et c'est très important. Merci. C'est bien. C'est vrai. Bravo en tout cas. Je vous sers la main aussi, merci Ouais, beaucoup. merci, c'est un de nous avoir plaisir. écoutés. Merci. Eh ben, moi, je vous embrasse. Voilà. Bon, moi, je boude Bravo. un peu quand même, mais Je suis désolé. Au plaisir. J'ai connu ça moi aussi, Eric. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Bravo! Merci beaucoup. Bonne chose de journée, fait. c'est énorme. Franchement, bonne journée. Des ouais. investisseurs qui se battent, un Ouais. qui vient, qui se lève pour dire voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais. Alors, dans quel état êtes-vous? Je me sens bien, je me sens très bien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'engouement pour le projet et que du coup, on a pu avoir une bonne offre. Donc, non, c'est très content. Et là, vous avez l'impression que, mine de rien, c'est un petit tremplin, que vous venez, Ouais. comme si on changeait de division au football? Ouais, c'est ça. En fait, ça fait plaisir de se dire qu'on va faire rentrer quelqu'un qui a une vraie expérience et qui va pouvoir nous accompagner et nous coacher sur ce projet-là, en plus de nous accompagner financièrement. Donc, c'est top pour nous. On n'a qu'une envie maintenant, c'est d'être sur la plage et de se tartiner avec votre Exactement. frère. Sans compter tous ceux qui sont en train de vous regarder et qui vont s'intéresser à ça demain. J'espère bien. Bravo. On les attend. Merci beaucoup, C'était Julien. bien. Ciao, on Merci. vous accompagne. Bravo à vous. Au revoir. Bravo Delphine. Ben, bravo. Ouais. Alors Eric, ça fait quoi? T'as vu, ça fait pas du bien quand même. Ça pique, hein? ça Bah, pique, c'est ça. pas- Mais bon, voilà, ça c'est. Non, mais il a ce qu'il était Il était venu chercher transparent. avec un petit surplus, c'est bien. Non, mais il avait une migraine et t'étais pas là. T'étais pas à ton top. J'étais pas à mon top. Bon, pour finir cette émission, je vais commencer par te dire une chose hyper importante. Je veux pas que tu crois que je sous-entends qu'Adrien voilà, et soit mal intentionné ou je ne sais quoi. Pas du tout. Je pense qu'il a fait son truc. Moi, simplement, j'adhère pas vraiment à la, comment je dirais, j'adhère pas au profil de la personne qu'il est en termes d'action. Je trouve qu'il fait trop de choses et que voilà, ça c'est pas compatible avec une entreprise. Juste pour te donner des chiffres, la société elle a été créée en 2019, active en 2020-2022. J'ai des gros doutes sur le chiffre d'affaires qu'il a annoncé ici. Je pense vraiment que Eric n'a pas perdu d'argent. Je vais clôturer en te
partageant un doute qui m'habite depuis que j'analyse ces émissions et que je vérifie que depuis quelques temps. Et j'ai un doute en fait sur le fait que, comment je vais dire ça, que certains des investisseurs présents dans l'émission investissent réellement dans les sociétés. Je te le dis ici parce que quand je vois les documents officiels, je ne vois rien, mais alors vraiment rien qui corrobore ou qui va dans le sens ou ne serait-ce que qui appuie le fait qu'à un quelconque moment, quelqu'un ait mis de l'argent dans le capital de ces sociétés. C'est-à-dire que dans la vie de l'entreprise, dans tous les documents officiels que j'ai téléchargés de la société, je ne vois à aucun niveau et à aucun moment la participation de Delphine. Ce qui me dérange un petit peu dans le sens où ça appuierait le fait que, d'abord, je n'aime pas la télé et définitivement, je détesterais la télé. Après aussi, il faut comprendre que peut-être que Delphine, en voyant les documents officiels, s'est rétractée de l'affaire parce que, comme je te l'ai toujours dit, je suppose qu'à quand même, à un moment donné, il te faut étudier les dossiers pour pouvoir mettre ton argent. Il ne s'agit pas de mettre 25 000 balles et de les perdre. Je ne veux pas que tu crois qu'à aucun niveau, et même au niveau de Delphine, qui a une entreprise qui réalise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, je ne veux pas que tu crois qu'on gaspille l'argent, même si 25 000 euros à l'échelle d'1 milliard, ça n'est rien du tout. Les personnes qui gèrent d'aussi grosses fortunes savent gérer l'argent. Et ça me rassurerait si à un moment donné, elle s'est retirée de l'affaire parce que je pense, et je reste convaincu à ce stade, qu'il y a eu une erreur ou une mal-donne sur les chiffres qui ont été communiqués au vu de tout ce que j'ai trouvé sur Niu, la société de crème solaire bio. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je reste dubitatif sur cette entreprise. Tu as compris qu'elle ne m'a pas du tout emballé, que c'est lié bien plus au profil du dirigeant qu'à quoi que ce soit d'autre. Parce que quand je vois les marges, je pense qu'il y avait un coup à jouer, mais d'anthologie. Mais malheureusement, ce qui, dans cet épisode, a perdu le chef d'entreprise, c'est sa volonté de tout faire en même temps. Et je pense que tu peux le noter dans un coin de ta tête. Je pense que de tout faire en même temps, c'est une très mauvaise idée. Essaye de te concentrer sur l'essentiel. Essaye de te concentrer sur ce qui rapporte. Essaye de te concentrer sur le marketing. Essaye de te concentrer sur la vente. Au lieu de te concentrer sur les missions qui te tiennent à cœur, les missions, tu les financeras avec l'argent que tu gagneras des produits que tu vends. Et pas l'inverse en fait. Et c'est une erreur que je vois très souvent qui est portée par bon nombre de chefs d'entreprise et que je t'invite à ne pas commettre parce qu'elle peut être fatale. Et aujourd'hui, on a, comme je te l'ai dit au début de l'émission, un acte qui maintient la vie de l'entreprise alors qu'il y a moins de la moitié d'actifs dans la société par rapport au capital social. Et ça, c'est une condition d'arrêt d'une entreprise. Quand ta société, donc, elle a moins de la moitié de la valeur du capital social en actifs, ben, la société elle est en perte en fait. Si tu as une entreprise qui a comme là 10 000 euros de capital social et que la somme de tout ce que représente la société, imaginons que même il fasse que 5 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. D'accord ? Il fait 5 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, il a créé son site, il l'a amorti, ben, la société elle est en perte. Donc la société elle est plus viable, elle est plus comment je dirais, elle rapporte pas d'argent à son créateur, donc elle a plus de raison d'exister. Et donc c'est catastrophique. Donc voilà, c'est quand même très dommage parce que là tu constates que tous ses rêves s'évaporent, tout ça parce qu'il n'a pas vendu. Le meilleur moyen de se redresser d'une telle situation, c'est de vendre à grande échelle, d'avoir un service marketing, de dépenser de l'argent et de produire. Mais comme cet argent, tu ne peux pas le lever par de la dette bancaire, il te faut le gagner. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des entreprises viables et pas des entreprises. Alors c'est bien qu'elles aient une mission, tu vois, mais bon, la mission, ça ne suffit pas, quoi. Il faut de l'argent, il en faut pour que la société perdure et puisse financer justement tous ces projets. Je comprends que l'argent mette mal à l'aise certaines personnes, je comprends que d'autres personnes ne comprennent pas l'argent. Je comprends que toutes ces personnes qui ont des problèmes avec l'argent souhaiteraient que ce soit différemment. Mais l'argent n'est qu'un outil que tu utilises pour atteindre tes objectifs. Traite-le comme tel, transforme tes résultats concrets en argent sonnant et trébuchant. Investis cet argent dans les causes qui te sont chères et tu verras que tout va bien aller pour toi. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je te remercie de ta présence et de ta fidélité. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Je te rappelle que immobiliercompagnie.com est un site internet sur lequel tu as trouvé mes formations, mes livres et tout un tas de services associés où on peut se retrouver et bosser ensemble pour passer à la vitesse supérieure. Tu peux continuer à suivre mes aventures
sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, un petit peu partout parce que oui, je suis présent partout. Très bientôt, il va y avoir de la nouveauté, notamment sur le podcasting, donc reste connecté. Une surprise t'attend sur le site internet, une surprise que tu attends depuis très longtemps. Un personnage que tu souhaites voir va apparaître incessamment sous peu. Enfin bref, tout ça, tu le sauras bien assez tôt et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!